Pendant près de 2 ans, la famille de Véronica ne savait pas ce qui lui était arrivé. La fillette était recherchée dans toute la Tchéquie. Mais la vérité s'est avérée beaucoup plus proche. La terrible réponse se cachait dans l'endroit le plus ordinaire, là où des dizaines de personnes avaient regardé, mais que personne n'avait vu de près. Le 14 septembre 2020, dans un quartier résidentiel ordinaire de la ville de Brno, Véronica K., âgée de 7 ans, disparaît sans laisser de traces. La soirée était calme, presque silencieuse. La fillette se trouvait à quelques mètres seulement de sa mère, qui s'était brièvement détournée pour des tâches ménagères. Lorsque la femme a de nouveau regardé dans la cour, Véronica n'était plus là. Aucun bruit, aucune trace, pas le moindre indice de ce qui s'était passé. C'était comme si Véronica s'était simplement volatilisée, ne laissant derrière elle que le silence et l'incertitude. Les policiers sont arrivés sur les lieux une demi-heure plus tard. L'inspection de la cour a révélé la trottinette de Véronica. Elle reposait soigneusement appuyée contre la pelouse, comme si sa propriétaire s'était absentée juste 1 minute. La trottinette était en bon état, sans aucun dommage ni signe de précipitation. L'attention des enquêteurs a été immédiatement attirée par un détail étrange. Sur le parking près de la cour, des résidents avaient remarqué une voiture de service inconnue. La plaque d'immatriculation était couverte de boue et difficile à lire. Le conducteur n'était pas sorti de la voiture. Plusieurs personnes ont confirmé sa présence, mais personne n'avait prêté une attention particulière à la voiture à ce moment-là. Pendant ce temps, certains habitants de l'immeuble semblaient étonnamment indifférents. Les policiers ont rapidement noté que la plupart des voisins n'avaient rien entendu ni vu d'inhabituel. Une attention particulière a été portée à un homme d'âge moyen nommé Miloš, résidant au rez-de-chaussée. Il semblait étrangement calme, ne manifestant aucune inquiétude même après l'annonce de la disparition de Véronica. Ses réponses à la police étaient laconiques et prudentes, comme s'il évitait les détails superflus. L'attention de la police s'est immédiatement concentrée sur 2 pistes. La première était la mystérieuse voiture aux plaques d'immatriculation peu lisibles. C'était la première et la plus évidente ligne d'enquête, car un étranger dans une cour tranquille suscite toujours la suspicion. La seconde était ce même voisin, Miloš. Son calme contre nature, ses réponses évasives et son manque d'empressement à aider l'enquête semblaient étranges compte tenu des événements. L'homme assurait qu'il était resté chez lui toute la soirée et n'avait rien vu. Mais son comportement paraissait suspect aux policiers, voire trop. 24 heures après la disparition, l'enquête a trouvé un indice inattendu. En inspectant à nouveau l'immeuble, les policiers ont découvert d'étranges traces dans la cave. Les traces étaient petites, correspondant à la taille des chaussures de Véronica. À côté, sur le sol en béton, gisait l'emballage d'un bonbon, celui que Véronica choisissait toujours au magasin. Il semblait que la solution était proche. La cave a été immédiatement bouclée et minutieusement examinée par les experts en criminalistique. Mais les traces s'arrêtèrent brusquement et inexplicablement. Aucun passage secret, aucune autre preuve n'a été trouvée. La porte de la cave était fermée à clé, et la clé appartenait à ce même Miloš qui assurait ne pas y être entré depuis des mois. L'enquête s'est retrouvée face à son premier dilemme sérieux. Fallait-il faire confiance au calme de Miloš ? Néanmoins, la police ne pouvait ignorer les faits. Les traces et le bonbon indiquaient clairement que quelqu'un était passé par là récemment. Les soupçons ont commencé à s'intensifier, bien que la police comprenne qu'il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives. La cave de l'immeuble semblait être à la fois la clé de l'énigme et une autre impasse. L'étrangeté et l'incertitude de la situation ne faisaient qu'accroître la tension. Cependant, il est vite devenu évident que la piste menant à la cave avait été trouvée trop facilement et trop rapidement. La vérité, comme l'avenir le montrerait, s'est avérée beaucoup plus complexe. Toute la cour semblait pointer vers la cave. Mais et si toutes les traces trouvées par la police n'étaient qu'une coïncidence trompeuse,
Détournant l'attention du véritable lieu de la disparition de Veronika, la police a examiné de près la personnalité de Miloš. L'homme vivait dans cet immeuble depuis plusieurs années, mais les voisins en savaient peu sur lui. Plus l'enquête approfondissait les détails de sa vie, plus elle découvrait d'étrangetés. Il s'est avéré que Miloš avait déjà attiré l'attention des forces de l'ordre, bien que pour des raisons mineures. Néanmoins, ces faits ajoutaient certains soupçons à son portrait. Miloš avait 42 ans. Il vivait seul, recevait rarement des invités, ne parlait presque à personne. Son travail était ordinaire, banal. Il travaillait comme chargeur dans un entrepôt et faisait souvent des extras de nuit, ce que presque personne dans l'immeuble ne savait. C'était précisément son travail de nuit qui expliquait son mode de vie reclus et son emploi du temps irrégulier en public. Cependant, l'enquête a réussi à établir que le jour de la disparition de Veronika, Miloš n'était allé nulle part, du moins, selon ses propres dires. Mais lorsqu'on lui a posé la question une deuxième fois, l'homme a commencé à s'embrouiller dans les détails et à devenir visiblement nerveux, ce qui a immédiatement alerté les enquêteurs. Les voisins non plus n'étaient pas très enclins à parler de Miloš, mais après les questions insistantes des enquêteurs, certains détails ont commencé à émerger que la police ne pouvait ignorer. Il s'est avéré qu'environ 6 mois avant la disparition de Veronika, Miloš avait déjà eu des problèmes avec les forces de l'ordre. Rien de grave, un simple conflit domestique. Mais c'est ce conflit qui a révélé un trait de caractère important de l'homme. Il s'irritait facilement et avait souvent du mal à contrôler sa colère. Selon les documents officiels obtenus par la police, le conflit avait eu lieu tard le soir dans la cour de l'immeuble. Miloš se disputait bruyamment avec l'un des résidents qui avait accidentellement heurté sa voiture. L'altercation verbale s'est rapidement transformée en bousculade et a failli dégénérer en bagarre. Miloš était agressif et, comme l'avaient noté les policiers arrivés sur les lieux, avait manifestement des difficultés à garder son sang-froid. L'affaire avait été étouffée, mais l'image d'un homme colérique, agressif et imprévisible était restée dans la mémoire des voisins. L'enquête s'est approfondie lorsque la police a commencé à vérifier les déclarations de Miloš selon lesquelles il avait passé toute la soirée à la maison sans sortir. Lors des premiers interrogatoires, il affirmait avec assurance qu'il avait regardé la télévision, s'était reposé et n'avait pas quitté son appartement. Mais il a paru étrange aux policiers qu'aucun des voisins ne puisse le confirmer avec certitude. Personne n'avait entendu de bruit provenant de son appartement, ni la télévision, ni des pas. Ce silence suspect a amené l'enquête à douter de la véracité de ses paroles. La police est alors passée à une vérification plus détaillée de ses déclarations. Les enquêteurs ont de nouveau interrogé Miloš sur les moindres détails de cette soirée. L'heure, les programmes qu'il regardait, ce qu'il avait mangé. Et c'est là que l'homme a commencé à s'embrouiller. Lorsqu'on lui a dit que son téléphone et les caméras de vidéosurveillance du quartier seraient vérifiées, il est devenu visiblement agité et a demandé une pause, prétextant un malaise. Mais le plus important a été découvert après la vérification des données mobiles de Miloš. Son téléphone s'est avéré actif ce soir-là dans une toute autre partie de l'immeuble. De plus, il s'était éteint brièvement, comme si son propriétaire essayait de cacher sa localisation. Cela signifiait que Miloš avait non seulement menti à la police, mais avait aussi tenté de masquer ses déplacements réels. Après avoir obtenu ces données, la police a commencé à pencher vers la thèse selon laquelle Miloš était directement impliqué dans la disparition de Veronika. Son faux alibi semblait particulièrement suspect. Les psychologues de l'équipe d'enquête ont souligné que sa nervosité, sa confusion et sa tendance à éviter les détails indiquaient un sentiment de culpabilité ou des informations cachées. L'ensemble du tableau ne jouait pas en sa faveur. La police a décidé de renforcer la surveillance de l'homme. Pendant plusieurs jours consécutifs, il n'a pratiquement pas quitté son appartement. Lorsqu'il sortait faire des courses ou aller au travail, il était discrètement suivi par des agents. Lors des interrogatoires, on lui posait les mêmes questions,
vérifiant la cohérence de ses réponses. Cependant, Miloš se trompait encore et encore, changeant de petits détails. Les soupçons à son encontre ne faisaient que s'intensifier. Peu à peu, les rumeurs selon lesquelles il pourrait être impliqué dans la disparition de Veronika se sont répandues dans l'immeuble. Les voisins ont commencé à éviter de lui parler et l'atmosphère est devenue encore plus tendue. Miloš lui-même semblait abattu, désemparé et renfermé. Mais pour la police, son état était une confirmation supplémentaire de leurs soupçons. Il semblait que l'enquête était sur la bonne voie. Cependant, quelques jours plus tard, la police a reçu des enregistrements des caméras d'un supermarché voisin qui ont radicalement changé la situation. Sur les images, on voit clairement Miloš quitter l'entrée de l'immeuble environ une demi-heure après le moment où Veronika a disparu. C'était totalement inattendu pour les enquêteurs, qui étaient jusque-là pratiquement convaincus de sa culpabilité. Soudain, le suspect s'est retrouvé presque hors de cause et l'enquête s'est heurtée à une nouvelle contradiction. Les caméras ont soulevé de nouvelles questions au lieu d'apporter des réponses. Après que les soupçons autour du voisin Miloš ont commencé à s'estomper, la police a décidé d'examiner plus en profondeur l'entourage proche de Veronika. Il était clair que le secret de sa disparition pouvait se trouver plus près qu'il n'y paraissait au début. Et des secrets de famille, dont personne n'avait parlé à voix haute auparavant, ont commencé à faire surface. La maison où vivait Veronika semblait tout à fait respectable. Les parents, Tomáš et Karolina, formaient en apparence une famille ordinaire. Mais comme il s'est avéré, ce n'était qu'une impression extérieure. Les voisins ont mentionné qu'ils avaient trop souvent remarqué des tensions entre Karolina et sa mère, la grand-mère de Veronika, quelques mois auparavant. Au début, ces informations semblaient peu significatives. Mais progressivement, les enquêteurs ont commencé à comprendre que derrière cette simple tension familiale se cachait quelque chose de plus profond. Les policiers ont découvert qu'il y avait de sérieux désaccords entre Karolina et sa mère, Pani Magda, concernant l'éducation de Veronika. Magda était une femme aux mœurs strictes, qui avait ses propres idées très claires sur la façon dont les enfants de sa famille devaient grandir. Elle critiquait régulièrement sa fille, l'accusant de manque de soins, d'inattention et, selon ses mots, d'une approche légère de l'éducation. À un moment donné, ces conflits ont dépassé le stade des simples disputes domestiques. La police a réussi à trouver un document confirmant que 6 mois avant la disparition de Veronika, la grand-mère s'était officiellement adressée aux services sociaux pour demander une vérification de la manière dont Karolina s'acquittait de ses responsabilités parentales. Les enquêteurs ont de nouveau convoqué les parents et la grand-mère de Veronika pour interrogatoire. Jusqu'à présent, la famille affirmait d'une seule voix qu'il n'y avait pas de conflit sérieux entre eux. Mais maintenant que la police était au courant de la demande aux services sociaux, les témoignages des proches ont commencé à changer. Karolina était visiblement nerveuse et a admis que ses relations avec sa mère étaient effectivement compliquées. Elle a raconté qu'au cours des derniers mois, Pani Magda l'avait menacée à plusieurs reprises de lui faire retirer la garde de l'enfant. Mais Karolina était convaincue que ce n'étaient que des mots prononcés sous le coup de l'émotion. Pani Magda, au contraire, lors du second interrogatoire, a nié la gravité du conflit et a déclaré que sa démarche auprès des services sociaux n'était qu'une tentative d'effrayer sa fille et de la pousser à prendre ses responsabilités plus au sérieux. En même temps, elle s'efforçait de convaincre la police qu'elle aimait beaucoup Veronika et n'avait jamais voulu lui faire de mal. Cependant, les paroles de la grand-mère ne pouvaient plus convaincre les enquêteurs de sa sincérité absolue. Les enquêteurs comprenaient tôt que ces contradictions dans les témoignages n'étaient pas fortuites et pouvaient être le signe de quelque chose de plus qu'une simple querelle familiale. L'idée a germé dans l'esprit des enquêteurs que la disparition de Veronika pourrait être liée à une tentative de la grand-mère de la retirer de la famille de cette manière. Et la police a décidé d'examiner plus attentivement les déplacements de Magda après le jour de la disparition de Veronika.
Les soupçons se sont brusquement renforcés lorsque les enquêteurs ont découvert que Pani Magda avait soudainement quitté Brno quelques jours après la disparition de Veronika. Elle s'était rendue chez des parents dans une petite ville d'une autre région du pays, sans prévenir personne à l'avance. Ce départ inattendu a paru extrêmement suspect à la police. De plus, lorsque les enquêteurs ont tenté de la contacter par téléphone, la grand-mère a refusé de faire des commentaires et a déclaré qu'elle ne souhaitait pas communiquer sans avocat. Dans la maison de la famille de Veronika, l'atmosphère est devenue encore plus tendue. Les voisins discutaient de la situation avec prudence et à voix basse, mais même eux commençaient à douter de l'innocence de Magda. Les rumeurs sur son conflit avec sa fille se sont rapidement répandues dans la cour, renforçant les soupçons selon lesquels tout n'était pas si simple dans cette affaire. Pendant ce temps, l'enquête tentait de comprendre si la grand-mère avait pu emmener Veronika hors de la ville à l'insu des parents. La police a vérifié les billets, les caméras des gares, interrogé les voisins et les parents éloignés, mais ces tentatives n'ont donné aucun résultat. Les soupçons restaient au niveau de l'hypothèse, non confirmée par des preuves concrètes. Et les enquêteurs ont commencé à se demander si le départ de la grand-mère de la ville n'était pas du tout lié à la disparition de Veronika, mais n'était qu'une étrange coïncidence. Alors que la piste de la grand-mère semblait progressivement mener à une impasse, un témoin inattendu est apparu, changeant complètement l'orientation des recherches. Un jeune homme résidant dans le quartier voisin a informé la police qu'il avait vu Veronika avec certitude après le moment officiel de sa disparition. Selon lui, elle n'était pas seule, mais avec un homme inconnu, et il se dirigeait vers un arrêt de transport public. Le témoignage du témoin semblait si sûr et clair que la police a décidé de vérifier immédiatement sa véracité. Cet homme ne pouvait pas se tromper. Il était absolument certain d'avoir vu Veronika. Les déclarations du nouveau témoin, qui semblait initialement être la clé de l'énigme, ont immédiatement suscité des doutes. Il affirmait avoir vu Veronika à l'intérieur d'une voiture de service inconnue. Cette information était sérieuse et la police ne pouvait l'ignorer. Cependant, au fur et à mesure que le témoin témoignait, l'enquête s'embrouillait de plus en plus dans ses paroles et les détails de ce qu'il avait vu. L'homme qui s'est présenté comme Martin Novák a raconté que le soir du 14 septembre, vers 19h, il rentrait du travail et traversait le quartier voisin. Selon ses dires, il a clairement vu une petite silhouette, ressemblant extérieurement à Veronika, montée dans une voiture de service de marque Škoda, garée au bord de la route. La voiture était blanche, avec le logo d'un service municipal local sur le côté et des plaques d'immatriculation très sales, exactement comme l'avaient décrit les voisins auparavant. Ce fait a particulièrement intéressé la police, car il coïncidait avec les témoignages d'autres témoins qui avaient précédemment mentionné une Škoda blanche suspecte près de la maison de Veronika. Novák a décrit les détails de la voiture clairement, avec assurance, sans hésitation. Cependant, lorsque la police a tenté d'obtenir de lui une description précise de l'apparence de la personne à l'intérieur, des problèmes ont surgi. Novák ne pouvait pas se souvenir avec certitude du visage du conducteur, mais affirmait qu'il s'agissait d'un homme de corpulence moyenne, portant une veste de travail. Le plus important semblait être autre chose. À l'intérieur de la voiture, il avait vu Veronika. Les enquêteurs ont invité la mère de Veronika, Karolina, pour comparer le témoignage du témoin avec ses souvenirs de sa fille ce soir-là. Au cours de l'interrogatoire, un problème est immédiatement apparu. Martin Novák a décrit avec assurance les vêtements que portait prétendument Veronika. Il parlait d'une veste rouge et d'un pantalon noir. Karolina, quant à elle, insistait fermement sur le fait que sa fille l'était habillée tout autrement. Une veste claire et un jean bleu. Cette divergence fondamentale a suscité de sérieux doutes chez la police. Novák est devenu confus lorsqu'on lui posait encore et encore les mêmes questions. Il a commencé à s'embrouiller dans les détails, se corrigeant, affirmant qu'il n'avait vu l'enfant que brièvement et qu'il aurait pu se tromper sur la couleur des vêtements. Son assurance s'est progressivement transformée en inquiétude et en incertitude. Plus la police menait l'interrogatoire,
plus il y avait d'incohérences dans ses paroles. Les enquêteurs ont décidé de vérifier plus attentivement les informations de Novak. Les enregistrements de plusieurs caméras de vidéosurveillance du quartier où l'homme aurait vu la voiture avec Véronica ont été visionnés. Cependant, la voiture n'est apparue sur aucune caméra. Cette étrangeté a encore plus ébranlé la confiance de l'enquête envers le nouveau témoin. L'impression se formait que Martin Novak avait soit confondu quelque chose, soit n'avait pas du tout vu ce dont il parlait à la police. Bientôt, la police a commencé à pencher vers la thèse que Novak aurait pu inventer l'histoire pour attirer l'attention. Il n'y avait rien de suspect dans sa biographie. Un employé ordinaire d'une petite entreprise locale, n'ayant jamais eu de problème avec la loi auparavant. Cependant, lors de l'enquête, il n'a pas réussi à expliquer clairement pourquoi il n'avait pas immédiatement signalé ses observations à la police. Mais s'était manifesté plusieurs jours après que l'affaire eût été largement couverte par la presse. Dans ce contexte, son histoire semblait de plus en plus douteuse et peu convaincante. Néanmoins, les enquêteurs ont décidé de ne pas écarter complètement cette piste. Par acquis de conscience, ils ont interrogé les collègues et les voisins de Novak. La plupart d'entre eux ont confirmé que l'homme avait tendance à exagérer et aimait parfois se retrouver au centre des événements. Ce fait n'a pas joué en faveur du témoin, et la police a progressivement mis ses déclarations de côté. Novak apparaissait désormais plutôt comme une autre fausse piste que comme une véritable clé pour résoudre la disparition de Véronica. Cependant, l'affaire a pris une tournure inattendue lorsque les techniciens ont analysé attentivement les enregistrements des caméras près de la maison de Véronica, réalisés précédemment. Sur l'un des enregistrements, considéré auparavant comme inutile en raison de sa mauvaise qualité, il a été possible de déchiffrer une partie de la plaque d'immatriculation de la Škoda blanche suspecte. Ce fragment correspondait à la description donnée par Novak et coïncidait également en partie avec la voiture que la police avait déjà tenté de retrouver après les premiers signalements des habitants de l'immeuble. Cette découverte a contraint l'enquête à revenir à la version initiale selon laquelle le témoin aurait pu voir la voiture et, peut-être, n'avait pas complètement inventé son témoignage. La situation s'est encore compliquée par le fait que cette voiture précise, d'après les enregistrements des caméras, se trouvait effectivement dans le quartier précisément pendant l'intervalle de temps où Véronica a disparu. La police ne pouvait plus exclure totalement un lien entre la voiture et la disparition. Après que la suspecte Škoda de service s'est de nouveau retrouvée au centre de l'attention de l'enquête, la police a décidé d'examiner attentivement la personnalité du conducteur, Tomáš R. Au cours des premières vérifications, il s'est avéré qu'il avait déjà été sous la surveillance des forces de l'ordre. Et ce n'était pas un hasard. Tomáš R. avait 38 ans. L'homme vivait seul, dans un petit appartement loué dans un quartier périphérique de Brno, n'avait presque aucun contact avec ses voisins et semblait être une personne renfermée, fuyant tout contact. Les agents qui vérifiaient sa biographie ont découvert que plusieurs années auparavant, Tomáš avait travaillé comme coursier pour une entreprise de livraison de jouets pour enfants. C'est à cette époque que la police avait commencé à s'intéresser à lui. Plusieurs parents s'étaient plaints que Tomáš manifestait une curiosité excessive envers leurs enfants, leur parlant trop longtemps et avec insistance. Les plaintes indiquaient qu'il se comportait étrangement, posait aux enfants des questions personnelles, essayant même parfois de leur donner des jouets sans le consentement des adultes. Cependant, tout s'était limité à un avertissement formel. L'affaire n'avait pas abouti à des accusations sérieuses et après son licenciement de l'entreprise, les plaintes avaient cessé. Cependant, cette seule information a rendu Tomáš plus suspect aux yeux de la police. Sa biographie n'était pas criminelle, mais ces épisodes montraient clairement qu'il fallait le surveiller de plus près. Les enquêteurs comprenaient qu'il y avait trop de coïncidences avec la voiture et la personnalité du conducteur pour les ignorer. Les policiers se sont rendus sur le lieu de travail de Tomáš pour parler à ses collègues actuels et tenter d'en savoir plus sur lui. C'est là que l'enquête a obtenu des détails importants. Les employés du service municipal où Tomáš travaillait désormais l'ont décrit comme une personne très calme, renfermée et peu sociable. Il ne communiquait pratiquement pas avec ses collègues
évitait les événements et les déjeuners communs, se comportait de manière ostensiblement prudente. Cependant, lorsque les policiers ont commencé à poser des questions plus détaillées, il s'est avéré que certains employés avaient tout de même remarqué des étrangetés chez lui. Tomáš pouvait rester assis des heures dans sa voiture, regardant fixement devant lui sans bouger, ou partir soudainement plus tôt avant la fin de son service, sans prévenir personne. Aux questions sur son itinéraire le jour de la disparition de Veronika, ses collègues répondaient de manière évasive. Certains affirmaient l'avoir vu dans le bâtiment du service au bon moment. D'autres ne pouvaient pas se souvenir exactement où il se trouvait. Néanmoins, après une conversation préliminaire avec ses collègues, l'enquête a commencé à penser que Tomáš avait une explication tout à fait logique à ses actions et n'était probablement pas directement impliqué dans l'affaire. La police a décidé de parler personnellement à Tomáš et de vérifier ses déclarations. Pendant la conversation, il est apparu étonnamment calme et maître de lui, ne ressemblant absolument pas à quelqu'un cachant un terrible secret. Il a affirmé avec assurance que le jour de la disparition de Veronika, il se trouvait dans un tout autre quartier de Brno. Comme preuve, Tomáš a fourni un rapport de réparation d'un distributeur de café dans un immeuble de bureaux où il s'était effectivement rendu pour des raisons professionnelles. Les documents ont été soigneusement vérifiés par la police et l'alibi semblait plus que convaincant. L'heure de sa présence au bureau était enregistrée dans les documents du service d'assistance technique. Les employés du bureau ont confirmé sa présence. Et le distributeur lui-même, selon le journal des travaux, avait effectivement été entretenu à ce moment-là. À ce moment, l'enquête a de nouveau commencé à pencher vers l'idée qu'une autre piste s'était avérée fausse. Tomáš semblait juste être une personne étrange, sans plus. Et bien que les plaintes passées concernant son comportement près des écoles suscitent la prudence, il semblait que la police n'avait désormais aucune raison réelle de le lier à la disparition de Veronika. Tomáš a été temporairement retiré de la liste des principaux suspects et il a été décidé de se concentrer sur d'autres pistes. Cependant, quelques jours plus tard, lorsque l'équipe technique de la police a examiné attentivement les données GPS de la voiture de Tomáš, une étrangeté inexplicable a été découverte. Son itinéraire numérique pour ce jour précis où Veronika avait disparu divergeait soudainement des enregistrements officiels et des témoignages des témoins du bureau. Selon le GPS, la voiture de Tomáš avait disparu des radars pendant près d'une demi-heure et se trouvait dans un tout autre quartier de la ville. Ce détail étrange et inexplicable a obligé la police à revoir l'homme sous un jour complètement différent. L'alibi apparemment parfait est soudainement devenu moins solide. L'enquête ne pouvait ignorer une telle incohérence technique, d'autant plus qu'elle coïncidait temporellement avec la disparition de Veronika. Les enquêteurs comprenaient désormais qu'il fallait vérifier à nouveau toutes les données sur les déplacements de Tomáš. Pendant que la police examinait à nouveau de près le mystérieux trou dans l'itinéraire de Tomáš, de nouveaux détails troublants ont commencé à émerger de l'entourage proche de Veronika. De manière inattendue pour tous, l'enquête a reçu des informations importantes de l'institutrice de la fillette. Les souvenirs de l'enseignante ont jeté un nouvel éclairage sur les derniers jours précédant la disparition. L'institutrice de Veronika, Martina Svobodová, a raconté que quelques jours avant la disparition de Veronika, la fillette avait commencé à se comporter de manière nettement différente. Habituellement sociable et joyeuse, Veronika était soudainement devenue renfermée, anxieuse, et ne participait presque plus au jeu avec les autres. Lorsque l'enseignante a demandé à la fillette si quelque chose de grave s'était passé, Veronika a répondu brièvement et avec hésitation, disant seulement que un homme avec des bonbons était apparu dans la cour. L'institutrice n'y a d'abord pas prêté beaucoup d'attention, pensant que la fillette racontait simplement l'histoire de quelqu'un d'autre ou avait eu peur d'un inconnu. Cependant, les paroles de l'enseignante ont été confirmées par un autre fait. L'une des amies de Veronika, Katerina, âgée de 8 ans, s'est souvenue que peu de temps avant sa disparition, Veronika lui avait elle-même parlé d'un étrange inconnu. Cet homme, selon ses dires, l'avait approché plusieurs fois dans la cour et lui avait offert des jouets et des sucreries. Katerina a mentionné que Veronika ne cachait pas sa peur et lui avait même dit qu'elle avait essayé d'en parler à sa mère.
La fillette a avoué à son amie que sa mère n'avait pas cru ses paroles, pensant que Véronica avait tout inventé ou avait simplement eu peur d'un des voisins. Pour la mère, les paroles de l'enfant semblaient n'être qu'une fantaisie enfantine, ce qu'elle regrettait amèrement maintenant en le racontant à la police. Après cette information, les enquêteurs ont de nouveau parlé en détail avec la mère de Véronica, Carolina. Elle était extrêmement inquiète et désemparée, réalisant maintenant à quel point le récit de sa fille aurait pu être sérieux. Pendant l'interrogatoire, Carolina s'est soudainement souvenue d'un autre épisode important. Environ une semaine avant la disparition de Véronica, elle avait effectivement remarqué une voiture inconnue dans la cour de l'immeuble. Carolina l'a décrite comme une voiture de service ordinaire, blanche avec des plaques sales, et n'y avait donc accordé aucune importance particulière. La voiture n'était pas restée longtemps et, lui semblait-il, le conducteur effectuait des réparations ou l'entretien de quelque chose dans la cour. À ce moment-là, cela semblait tout à fait normal et n'avait suscité aucune suspicion. L'enquête a immédiatement comparé ses souvenirs avec les informations déjà disponibles. Le tableau était devenu plus clair, bien que plus inquiétant. Il était maintenant évident que la voiture suspecte n'était pas apparue seulement le jour de la disparition de Véronica, mais aussi avant. Ce n'était plus un simple épisode fortuit, mais une possible apparition systématique d'une personne tentant d'établir un contact avec Véronica. À ce moment-là, l'enquête a porté son attention sur un autre habitant du quartier qui, selon les voisins, avait déjà été vu essayant d'offrir des sucreries aux enfants. Il s'agissait du concierge nommé Petre, un homme âgé, sociable, qui travaillait dans ce quartier depuis longtemps. Plusieurs voisins ont informé la police que Petre distribuait souvent des bonbons aux enfants du coin, ce qui suscitait la méfiance de certains parents. Les enquêteurs ont décidé de vérifier d'urgence le concierge, d'autant plus qu'il pouvait également correspondre à la description de « l'homme aux bonbons » mentionné par Véronica. La police a interrogé les résidents, essayant d'obtenir une image plus complète du comportement de Petre. Au début, les informations semblaient insuspectes. Le concierge, selon les témoignages des voisins, offrait effectivement parfois des bonbons et même de petits jouets aux enfants, ce qui suscitait une certaine méfiance chez les parents. Cependant, une vérification plus approfondie a montré que les soupçons étaient infondés. Il s'est avéré que Petre n'était pas du tout à Brno le jour de la disparition de Véronica. Il était parti chez des parents 2 jours avant l'incident, ce qui a été confirmé par les enregistrements des caméras de la gare et par les proches du concierge qui l'avait accueilli. Les preuves étaient irréfutables et l'enquête s'est rapidement convaincue de son innocence. La fausse piste qui était apparue autour de Petre a disparu aussi vite qu'elle était née. Les enquêteurs se sont retrouvés à nouveau au point de départ. Ils avaient plusieurs témoins et une multitude de petits détails, mais il manquait toujours l'élément décisif capable d'expliquer ce qui était exactement arrivé à Véronica ce soir-là. Maintenant, après avoir écarté la piste du concierge, la police a de nouveau concentré son attention sur la voiture. Il est devenu clair que la mystérieuse voiture de service, la Škoda blanche, remarquée par plusieurs témoins, n'était pas une coïncidence. Il était possible qu'elle soit liée à cet homme que Véronica appelait « l'homme aux bonbons ». La police a décidé de vérifier à nouveau tous les détails techniques et les itinéraires de la voiture à laquelle le conducteur Tomáš R. avait déjà été associé. Les enquêteurs sont revenus à l'étude de l'itinéraire de la voiture de service conduite par Tomáš R. Lors de la vérification des enregistrements des caméras de surveillance, considérées auparavant comme inutiles, une nouvelle preuve extrêmement importante a été découverte. Sur l'un des enregistrements, réalisé à la sortie du quartier 20 minutes après la disparition de Véronica, est apparue cette même Škoda blanche, précédemment remarquée par les témoins. L'enregistrement était de mauvaise qualité. L'image était floue et les plaques d'immatriculation étaient totalement illisibles à cause de la saleté et du faible éclairage. Cependant, les spécialistes ont réussi à identifier un détail unique du véhicule, indiquant sans équivoque son appartenance à l'entreprise où travaillait Tomáš. Sur la portière latérale de la voiture, on distinguait clairement l'autocollant de l'entreprise avec le logo du service municipal pour lequel il travaillait.
C'était un argument de poids en faveur du fait que la voiture était bien une voiture de service et que c'était précisément cette voiture qui quittait le quartier après la disparition de Veronica. À ce moment-là, c'était la preuve la plus solide reliant Tomasz au lieu de la disparition de Veronica. Bien qu'il ait précédemment fourni un alibi convaincant, l'enquête avait une nouvelle raison de douter à nouveau de ses déclarations. Les policiers se sont immédiatement rendus à une réunion avec la direction de l'entreprise pour obtenir une explication sur la présence de leur voiture dans le quartier où Tomasz n'avait officiellement aucune mission. Le directeur de l'entreprise a clairement déclaré que, selon les documents et l'horaire de travail, Tomasz n'aurait pas dû se rendre dans ce quartier le jour de la disparition de Veronica. De plus, selon lui, la voiture n'aurait pas dû se trouver dans ce quartier à cette heure de la journée. Lorsque les enquêteurs ont de nouveau convoqué Tomasz pour interrogatoire, il semblait inquiet, mais expliquait toujours calmement la situation. Il insistait fermement sur le fait qu'un problème d'horaire s'était produit ce jour-là, ce qui l'avait amené dans ce quartier par pur hasard. Selon ses dires, il y était entré par erreur et, réalisant son erreur, avait rapidement quitté les lieux sans avoir eu le temps de faire quoi que ce soit. La police lui a demandé d'expliquer pourquoi il n'avait pas mentionné ce problème auparavant, ce à quoi il a répondu qu'il avait simplement oublié cet épisode, le considérant sans importance. Néanmoins, ces paroles ont suscité de sérieux doutes chez les enquêteurs. L'hypothèse a émergé que Tomasz pouvait délibérément cacher des informations ou tenter d'induire la police en erreur, en utilisant des détails mineurs pour dissimuler quelque chose de plus important. Les enquêteurs ont supposé que Tomasz n'avait peut-être pas agi seul. L'hypothèse d'un éventuel complice, qui aurait pu l'aider à brouiller les pistes ou à lui fournir une couverture, est apparue. La police a de nouveau vérifié tous les enregistrements des caméras de surveillance à la recherche d'une éventuelle deuxième voiture accompagnant la Škoda de service. Des dizaines d'enregistrements vidéo des rues, magasins et stations-service voisins ont été étudiés pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Mais, contrairement aux attentes de l'enquête, la deuxième voiture n'a jamais été retrouvée. Au cours des interrogatoires et des vérifications, aucun témoin n'a pu confirmer la présence d'une autre voiture ou d'un complice. Progressivement, la police a dû admettre que cette piste était erronée. Il était plus probable que Tomasz ait effectivement agi seul et qu'il n'était pas question d'une opération conjointe avec qui que ce soit. Après que la piste de la deuxième voiture eut été définitivement écartée, l'attention de la police s'est de nouveau portée sur les enregistrements des traceurs GPS de la voiture de Tomasz. Ces données ont confirmé qu'immédiatement après que la Škoda eut quitté le quartier, la connexion avec la voiture avait été soudainement interrompue pendant environ 15 minutes. L'endroit où la voiture était réapparue sur les radars se trouvait déjà bien au-delà de l'itinéraire initial de Tomasz. L'enquête ne comprenait pas pourquoi l'itinéraire avait été interrompu, ni pourquoi le conducteur s'était retrouvé dans un tout autre quartier de Brno sans raison apparente pour un changement de direction aussi brusque. Ce nouveau détail inexplicable a encore renforcé les doutes de la police quant à la véracité des déclarations de Tomasz, malgré ses tentatives manifestement sincères de justifier sa présence dans le quartier comme une erreur fortuite. L'enquête s'est de nouveau concentrée sur la personnalité de Tomasz. L'attention de la police a été attirée par un incident survenu 1 an et demi après la disparition de Veronica dans une autre ville tchèque, Zlín. L'incident ressemblait tellement aux détails des événements précédents que l'enquête ne pouvait plus le considérer comme une simple coïncidence. L'incident à Zlín s'est produit en journée dans l'un des grands centres commerciaux de la ville. Markéta, âgée de 14 ans, a raconté à la police qu'un inconnu l'avait approché sur le parking et, se présentant comme un agent de sécurité, lui avait demandé de le suivre, soi-disant pour vérifier ses papiers. Cependant, Markéta a eu des soupçons. L'homme se comportait étrangement, était nerveux et ses paroles manquaient d'assurance. Lorsqu'il a tenté de l'attraper par le bras et de la faire monter de force dans un minibus de service, Markéta a commencé à crier à l'aide et a réussi à se dégager, courant immédiatement se réfugier dans le centre commercial. Ces paroles ont été immédiatement confirmées par l'agent de sécurité du centre commercial. L'homme,
de service ce jour-là avait réussi à noter une partie de la plaque d'immatriculation de la voiture et avait également enregistré le véhicule sur les caméras de vidéosurveillance. Lorsque la police a obtenu ces données, il s'est avéré que le minibus appartenait à l'entreprise où Tomáš travaillait toujours. Les doutes sur son identité ont presque entièrement disparu. L'homme qui avait attiré l'attention de la police à Brno était désormais soupçonné d'une agression à Zlín. Lors de l'interrogatoire, Tomáš s'est comporté calmement et avec assurance, tentant de présenter l'incident comme un énorme malentendu. Il affirmait avoir vu Markéta, qui semblait perdue, et avoir simplement voulu l'aider. Selon ses dires, il lui avait seulement proposé de la raccompagner chez ses parents ou de l'aider à comprendre où elle se trouvait. Il assurait à la police que la jeune fille avait paniqué sans aucune raison et avait mal interprété ses intentions. Cependant, sa version a rapidement commencé à s'effriter après une conversation détaillée des enquêteurs avec les témoins oculaires et le visionnage des caméras de vidéosurveillance. Les enregistrements confirmaient clairement les paroles de la jeune fille et de l'agent de sécurité. Tomáš n'avait pas seulement parlé à Markéta, mais avait effectivement tenté de la faire entrer de force dans le minibus de service. Lorsqu'on lui a fait remarquer ces contradictions dans ses déclarations, Tomáš est devenu confus, mais n'a pas renoncé à sa version, continuant d'insister sur le fait qu'il s'agissait simplement d'une tentative d'aider une jeune fille désemparée. Tentant de se défendre, Tomáš a commencé à rejeter la faute sur Markéta, affirmant qu'elle exagérait fortement l'incident à cause de la peur. Il a même déclaré que l'adolescente avait mal interprété ses bonnes intentions, les transformant en tentative d'agression. Cette version semblait peu plausible et invraisemblable à l'enquête, d'autant plus qu'il y avait des témoignages solides de témoins oculaires. Mais Tomáš s'en tenait obstinément à cette ligne de défense, espérant peut-être que les enquêteurs douteraient de la sincérité des déclarations de Markéta. Cependant, une vérification minutieuse de tous les détails de l'affaire à Zlín n'a fait que renforcer les craintes de la police. Le comportement de Tomáš présentait clairement les signes d'un schéma réfléchi. Malgré ses tentatives de se présenter comme une victime des circonstances, l'enquête comprenait déjà clairement que le suspect n'était pas simplement une personne étrange prise dans une situation délicate, mais un criminel potentiellement dangereux qui avait déjà manifesté de l'intérêt pour des mineurs à plusieurs reprises. Après l'arrestation de Tomáš, la police a décidé de vérifier à nouveau, de manière plus approfondie cette fois, les itinéraires de tous ces déplacements professionnels des 2 dernières années. Et c'est précisément à ce moment que les enquêteurs ont obtenu de nouvelles données décisives. Les traceurs GPS ont montré que le jour de la disparition de Veronika, Tomáš se trouvait effectivement dans le quartier d'où elle avait disparu, à la minute près. Ces données coïncidaient avec le trou précédemment identifié dans son itinéraire, que Tomáš avait auparavant attribué à une défaillance technique de l'équipement. Désormais, pour la première fois, l'enquête disposait de preuves claires que Tomáš avait menti sur les circonstances de sa présence sur le lieu de la disparition de Veronika. Jusqu'à présent, son alibi semblait solide comme le roc, mais les nouvelles données ont complètement détruit cette certitude. Il est devenu évident que l'homme ne s'était pas simplement retrouvé par hasard dans ce quartier, mais avait délibérément tenté de cacher ses véritables déplacements à la police. Il était désormais clair. Il fallait vérifier tous les lieux liés à Tomáš. Après que la police se fut définitivement assurée de l'incohérence entre les données du traceur GPS de la voiture de Tomáš et ses propres déclarations, il fut décidé de vérifier minutieusement tous les endroits ayant un lien quelconque avec le suspect. Les agents ont entrepris des vérifications systématiques de tous les sites où Tomáš avait travaillé ou était apparu au cours des dernières années. C'était un travail fastidieux, presque sans fin, mais c'est précisément ce travail qui a conduit à la révélation du terrible secret. D'abord, la police a vérifié le garage que Tomáš louait depuis de nombreuses années dans une zone industrielle en périphérie de Brno. Rien de suspect n'a été trouvé. Ensuite, la maison de campagne des parents du suspect, où il se rendait parfois le week-end, a été inspectée, mais là non plus, rien d'utile pour l'enquête n'a été trouvé. La situation semblait presque désespérée,
jusqu'à ce que les enquêteurs apprennent d'un des collègues de Tomáš qu'il avait accès à un vieil entrepôt appartenant à l'entreprise où il travaillait. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, il est devenu clair que l'entrepôt n'était plus utilisé depuis longtemps et était officiellement considéré comme vide. À l'intérieur, parmi le vieux matériel et les cartons de documents obsolètes, les policiers ont découvert un grand congélateur industriel, débranché depuis longtemps du réseau électrique, mais qui, pour une raison quelconque, était fermé par un cadenas. Cette circonstance apparut suspecte. Les enquêteurs ont immédiatement appelé les experts en criminalistique, ont ouvert le congélateur et y ont découvert ce qui confirmait les pires craintes de la police. La principale hypothèse de l'enquête s'est également confirmée. C'était Veronika, disparue près de 2 ans auparavant. La vérification des enregistrements des caméras de surveillance et des témoignages a permis à la police de reconstituer entièrement la chaîne du crime. Le soir du 14 septembre 2020, Tomáš, utilisant sa voiture de service, s'était effectivement rendu dans la cour tranquille où se trouvait Veronika à ce moment-là. Il lui a offert des bonbons et des jouets, l'a convaincu de monter dans la voiture et a immédiatement quitté le quartier. Ce sont précisément ces 20 minutes qui ont été enregistrées par les caméras de vidéosurveillance et ensuite, un mystérieux trou est apparu dans les données GPS de la voiture que Tomáš a plus tard qualifié de défaillance technique. En réalité, Tomáš avait intentionnellement désactivé le traceur GPS, pensant que ses déplacements ne pourraient ainsi pas être suivis. Il a conduit Veronika à l'entrepôt où il louait un local. C'est là qu'il a commis le meurtre, puis a caché les traces du crime dans le congélateur, comptant sur le fait que l'entrepôt vide n'attirerait aucune attention. Son calcul a longtemps semblé juste. La principale erreur de Tomáš a été de décider, avec trop d'assurance, de commettre à nouveau un crime similaire à Zlín. La tentative répétée d'agression, enregistrée par l'agent de sécurité et les caméras de vidéosurveillance, est devenue l'erreur clé, après laquelle la police a commencé à vérifier méthodiquement son passé et à comparer les données avec la disparition de Veronika. Après la découverte de toutes les preuves nécessaires dans l'entrepôt, Tomáš a été définitivement arrêté. Malgré les preuves évidentes, il a longtemps tenté d'échapper à sa responsabilité, changeant constamment ses déclarations et insistant sur le fait que tout ce qui s'était passé était un accident et un tragique malentendu. Au début, il affirmait que la fillette avait elle-même demandé à monter dans la voiture, puis il a affirmé qu'elle était tombée et s'était accidentellement blessée, succombant à ses blessures. Cependant, l'expertise et tous les éléments de l'enquête ont réfuté catégoriquement chacune de ces affirmations. Les experts ont clairement établi que toutes ces paroles étaient des mensonges, les blessures ne pouvaient pas avoir été causées accidentellement et les traces indiquaient clairement des actes intentionnels de sa part. Les psychologues judiciaires sont parvenus à la conclusion que Tomáš avait prémédité le crime, ce qui était confirmé par la désactivation du traceur GPS, la préparation du lieu pour dissimuler les preuves et d'autres circonstances. À chaque nouveau fait présenté au tribunal, l'espoir de Tomáš d'échapper à la peine devenait de plus en plus mince. Ses tentatives de se présenter comme innocent semblaient de moins en moins convaincantes, et les juges, après avoir examiné les éléments du dossier, étaient catégoriques dans leurs évaluations. Le tribunal a condamné Tomáš R. à la peine maximale de prison, 25 ans de réclusion sans possibilité de révision de l'affaire. La décision a été rendue rapidement, clairement et sans émotion. Le crime était résolu, le coupable puni, le tribunal et l'enquête n'avaient plus de questions.